et un mort. Et donc, vraiment, on voudrait profiter de notre antenne pour souhaiter nos condoléances à la famille du disparu, qui est un gendarme, et à tous les blessés, vraiment Yako, et profiter aussi pour demander à tout le monde de faire attention cette fin d'année. Vous êtes pressés, mieux vaut aller lentement et arriver sûrement que d'aller vite et rester en route. Donc vraiment prudence sur les routes. Ne conduisez pas aussi en... Excusez-moi. Ne conduisez pas en état d'ébriété, voilà. Donc vraiment soyez prudents pour que en 2025 nous soyons tous heureux de nous souhaiter la bonne année. Donc on va commencer avec l'université. Vous savez, on vous l'avait dit, dissoudre les associations universitaires allait exposer les étudiants à beaucoup d'abus. Voilà encore un autre. On vous en avait parlé déjà la semaine passée. Il se trouve que les étudiants qui sont en FIP 2, qui doivent faire la licence 3, au lieu de payer 30 000 comme d'habitude, on va maintenant leur faire payer 100 000. Et puis ça ne va pas quelque part, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voilà un problème. L'autre problème, c'est que depuis le 4 janvier 2023, il y a un décret qui a été pris pour rendre le paiement des bourses et secours financiers électroniques et bancaires. Par voie électronique et bancaire, ça n'a pas été le cas. Par trimestre également, ça n'a pas été le cas. Parce que figurez-vous que pendant qu'on demande aux étudiants de régulariser leurs inscriptions au plus tard le 31 décembre, au risque d'être radiés de l'université, pendant ce temps, on n'a pas payé les bourses 2022-2023, encore moins les bourses 2023-2024. Voilà la situation dans laquelle les étudiants se trouvent, alors que ceux qui sont de familles démunies comptent sur ça pour leur inscription, mais aussi pour leur manuel scolaire. Donc, vous voyez les conditions difficiles dans lesquelles les étudiants étudient. La dernière fois, on vous avait dit, pour une université publique, les coûts sont pratiquement les mêmes que dans les universités privées. Les mêmes, on vous avait donné ces coûts-là, on ne va pas revenir dessus. Mais en plus de cela, on ne paye pas les bourses et on menace les étudiants de radiation s'ils n'ont pas fait leurs inscriptions. Donc vraiment, on espère qu'en 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur va prendre les dispositions qu'il faut pour régulariser toutes ces situations qui ne sont pas en leur honneur et qui précarisent les conditions d'études des étudiants. CEMU, vous savez qu'ils ont annoncé qu'à partir du 1er janvier 2025, que ce soit dans les hôpitaux publics ou les hôpitaux privés, celui qui n'a pas sa carte CEMU ne sera pas reçu. On voudrait revenir dessus. On voudrait revenir dessus pour dire qu'actuellement, là, le taux de couverture de la CEMU ne permet pas d'appliquer une telle décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, les services ne sont pas encore totalement opérationnels. Il y a des hôpitaux où jusqu'aujourd'hui, on n'accepte pas cette carte et il y a des pharmacies où on n'accepte pas non plus la carte. Donc, exiger cette carte au 1er janvier 2025 dans tous les hôpitaux, c'est créer les conditions pour que beaucoup d'Ivoiriens ne puissent pas se soigner, donc augmenter aussi les taux de mortalité. Vous devez savoir que quand on prend sa carte CEMU, c'est seulement quand on commence à cotiser que ça devient opérationnel. Et c'est un mois après qu'on ait commencé à payer. Ça veut dire quoi? Si vous avez pris votre carte CEMU le 1er décembre 2024 et que vous n'avez pas commencé à cotiser, vous ne pourrez pas l'utiliser. Si vous avez commencé à cotiser, c'est à partir du 1er janvier 2025 que ça va être opérationnel. Donc, en attendant l'écoulement de ce mois-là, votre carte n'est pas opérationnelle, vous ne pouvez pas l'utiliser. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où les services ne sont pas encore totalement efficaces, il serait quand même pas correct d'exiger la carte. Parce que c'est tout ça là aussi qui décourage les gens. On doit prendre les dispositions pour que les services soient totalement opérationnels. À partir de là, personne n'aura plus aucune excuse pour ne pas disposer de sa carte.
Parce que la carte là, c'est 1000 francs par personne. Officiellement, la taille moyenne d'un ménage en Côte d'Ivoire, c'est 5 personnes. Ça, c'est officiellement. 5 personnes en moyenne. Ça veut dire que chacun doit payer au moins 5 000 pour disposer de la carte de CEMU. Vous voyez, 5 000 là, dans le salaire de quelqu'un qui n'a que le SMIC, vous voyez ce que ça fait. Quand il a fini de payer son loyer, il doit veiller à la nourriture, les déplacements de la famille. Là, il reste combien pour aller payer les 5 000? Donc, ce n'est pas facile. Maintenant, ce que vous devez savoir aussi, c'est que 90% des Ivoiriens sont dans le secteur informel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que 10% de la population active qui a l'avantage d'avoir une partie de la CEMU payée par son employeur. Par exemple, les 1000 francs par personne, là, dans le public comme dans le privé, l'employeur prend en charge 500 francs. Du coup, si vous avez une famille de 5 personnes, l'employeur paye 2500, vous payez 2500. Or, c'est la majorité de la population qui n'est pas dans le secteur formel. Du coup, c'est la majorité qui paye plein pot. Et vous savez comment nos familles africaines sont. Si moi-même, ma taille moyenne de mon ménage est de 5 personnes, mais il y a la maman qui est au village, il y a l'oncle, il y a ci, il y a ça, c'est tout ça là qui fait que quelqu'un peut payer facilement 10 à 20 000 francs par mois. Vous voyez? Donc vraiment, on doit tenir compte de nos réalités pour ne pas menacer aussi notre santé. Parce que ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas payer. D'abord, les services ne sont pas totalement opérationnels, mais il y en a qui n'en ont même pas les moyens. Donc, on doit trouver la solution de tout ça là avant de menacer. Parce que ça là, c'est comme une menace. On dit au 1er janvier, c'est-à-dire à partir de demain là, si tu n'as pas ta carte CEMU, tu ne peux pas aller dans un hôpital. Donc, nous voulons vraiment plaider auprès du ministère de la Santé et du ministère de l'Emploi, parce que c'est les deux là qui conduisent la CEMU, pour que cette menace soit décalée à l'année 2026. Parce que, entre-temps, il faudra réunir les conditions pour que ce soit vraiment opérationnel, pour que la CEMU marche efficacement, pour que tous les hôpitaux acceptent la CEMU, pour que toutes les pharmacies acceptent la CEMU. À partir de là, il n'y aura vraiment pas de raison qu'on ne soit pas plus exigeant. Déjà, on exige ça à l'inscription, on exige ça dans les concours, donc c'est quand même beaucoup déjà. Voilà, donc on voudrait vraiment plaider auprès de ces deux ministères-là pour qu'on décale la date où on va exiger ça partout. Voilà, c'est très important. Il y a aussi l'ADU, l'attestation de droit d'usage en matière de foncier, qui devait remplacer l'attestation villageoise. Là aussi, le délai, c'était le 1er janvier 2000, ou du moins c'est le 1er janvier 2025. Et on vous l'avait déjà dit que 6 mois, c'était un peu court pour que les gens régularisent leur situation. Les gens ont fait ce qu'ils peuvent. Ils n'ont même pas pu, ceux qui sont sur le territoire national, à plus forte raison ceux qui sont à l'extérieur. Et comme il y a beaucoup à l'extérieur qui font des acquisitions foncières, on avait demandé qu'on ajoute 6 mois ou 1 an encore pour que les gens prennent leurs dispositions. Il y en a qui ont des contraintes professionnelles qui font qu'ils ne peuvent pas venir en vacances quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, ils doivent attendre leur période de congé pour pouvoir venir ici régulariser leur situation. Voilà. Maintenant, même nous qui sommes ici, ceux qui ont beaucoup de terrain, ça fait beaucoup d'argent, ça les fatigue aussi, et donc ils ont besoin d'un peu de temps aussi pour bien s'organiser, pour pouvoir régulariser leur situation. Ce qu'on veut dire par là, on n'a pas dit que la décision est mauvaise. L'objectif, c'est d'empêcher qu'on donne plusieurs attestations à tout le monde. C'est vraiment de sécuriser la propriété foncière. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas prendre de bonnes décisions et puis mal les appliquer. Ça fait deux choses. Voilà. Il faut tenir compte des réalités de ceux à qui ces décisions-là s'adressent. Et c'est en fonction de ça qu'on fixe des délais qui soient raisonnables. Donc là aussi, on voudrait plaider auprès du ministre de la Construction pour que ce délai-là soit repoussé. Ça n'empêche que pour les permis de construire, tout ça, on exige les papiers qu'il faut dans l'ADU, mais en même temps, pour régulariser la situation du passage de l'attestation villageoise à l'ADU, on a besoin d'un peu plus de temps. Voilà, merci beaucoup. On voudrait aussi parler de la Y4.
En tout cas, pour moi, c'est l'un des meilleurs projets qui a été réalisé. Ça permet vraiment de gagner du temps, contrairement à ces échangeurs encombrants là, qui nous envoient plein d'embouteillages, qui ne résout rien du tout. Parce que les artères principales là sont les mêmes. Il faut aller tourner où tu veux, l'embouteillage là, ça t'attend devant là-bas. Donc la Y4, qui est un projet de voie de contournement, en tout cas c'est bien. Mais il y a un problème très sérieux. Ils ont construit la Y4, apparemment les travaux même ne sont pas encore finis quand on prend certains axes, mais au moins la signalisation est importante à tous les carrefours de la Y4. Quand vous prenez l'axe Bingerville à Niamey, il y a des carrefours importants où il n'y a pas de signalisation. Donc, pour celui qui ne maîtrise pas ces voies-là, quand il arrive là, il est perdu. Alors que ça devait être franchement un minimum. Vous construisez une route, la route là, ça mène où? On arrive à un carrefour, à gauche on va où? À droite on va où? Tout droit on va où? Quand même, c'est un minimum. Même si le projet n'est pas totalement terminé, à partir du moment où on rend ces voies-là praticables, il faut pouvoir quand même orienter les automobilistes. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est l'éclairage. Ce sont des voies qui ne sont pas éclairées à certains endroits et c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, vraiment, on aurait souhaité que le plus tôt possible, ces aspects-là soient corrigés, surtout la signalisation et l'éclairage. Parce que vraiment, ça mène dans l'insécurité. Quand il n'y a pas de signalisation, si vous arrivez au carrefour, que vous n'avez personne à qui vous adressez pour vous orienter, vous prenez la voie que vous voulez, après ça vous envoie où vous ne voulez pas partir, vous devez revenir, ça crée beaucoup de désagréments et de retard. Je ne crois pas que ce soit l'objectif du projet. Affaire des nudistes. Affaire des nudistes à San Pedro, on vous a dit que lorsque cette affaire a été dénoncée, on ne va pas revenir sur les détails, on en avait déjà parlé, il y a des gens qui ont été arrêtés pour avoir dénoncé ça. Dénonciation là, c'est devenu délit maintenant. Une affaire qui s'est passée, que les populations ont vécu. Des cadres de ce village du Konouko ont communiqué dessus. Non seulement eux-mêmes, on les a arrêtés, on a arrêté ceux qui protestaient parce qu'on les a arrêtés. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui sont arrêtées actuellement à San Pedro pour avoir dénoncé ce qu'ils ne veulent pas. Or, c'est leur droit de dire, à moins qu'il n'y ait plus de liberté d'opinion et d'expression en Côte d'Ivoire, contrairement à notre constitution. Mais vraiment, ça là, on voudrait demander au procureur de San Pedro de libérer ces gens-là. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que dénoncer ce qui ne leur plaît pas chez eux. Et c'est leur droit. Maintenant, après, c'est vous qui voyez en tant qu'autorité ce que vous faites de l'information, mais c'est de leur droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que des nudistes sont venus sur leur terre sans qu'ils n'aient été informés. Et maintenant, celui qui a fait la première vidéo, actuellement il est recherché, c'est par rapport à quoi? C'est notre confrère de la société civile. C'est pas lui qui a témoigné, hein, il a fait la vidéo. Et ceux qui ont témoigné là, ils ont parlé selon ce qu'ils ressentent par rapport à la situation. Même si après, il y a une autre vidéo qui a été faite pour contredire ça, ce qu'on veut dire, c'est qu'au nom de la liberté d'expression, chacun a le droit de dire ce qu'il pense d'une situation donnée. Et les gens ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout. Mais le fait même d'avoir fait cette vidéo en collaboration avec les concernés là, c'est pas lui qui a parlé, on le recherche là, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire que dans le pays là, on ne peut plus parler quoi. On ne peut plus dire ce qu'on pense des situations. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc vraiment, on espère que ces villageois injustement incarcérés seront libérés et que notre confrère de la société civile, Alain Aïmou, sera laissé en paix. Voilà. Parce qu'actuellement, il est recherché, il est menacé. On lui envoie des messages de menaces sur les réseaux sociaux comme en privé. Ce n'est pas correct. C'est pour ça que nous, on dit et on affirme qu'on n'est pas dans un état de droit. On a tous les éléments pour le dire. Hein? Sans parler des enlèvements, mais ça, on va revenir dessus tout à l'heure.
Donc vraiment, voilà un peu ce qu'on voudrait dire sur le général. On s'excuse auprès de ceux qui n'ont pas entendu parler de ceux qui nous ont soumis. On va le faire les prochaines fois. On a tellement de sollicitations que souvent, ce n'est pas facile de faire le tri. Donc, comme nous sommes le 31 décembre 2024, on va quand même essayer de faire un petit bilan de l'année 2025. Qu'est-ce qui nous a retenu notre attention, de l'année 2024 plutôt, je suis pressée. Donc, qu'est-ce qui nous a retenu notre attention en 2024, au plan social, au plan juridique et au plan politique? Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à redire et c'est inquiétant pour 2025. C'est très inquiétant pour 2025. Le premier problème au plan social, au-delà de la cherté de la vie, que nous tous on vit, sur laquelle on ne va pas revenir, on voudrait insister sur les déguerpissements. Le 4 janvier 2024, le marché Diekonan au plateau a été détruit sans mesure d'accompagnement. Après cela, il s'en est suivi toute une série de déguerpissements abusifs. Abusifs parce que non seulement les populations n'ont pas été informées, leurs biens ont été détruits, leurs maisons ont été détruites avec leurs effets personnels, des scolarités ont été ainsi interrompues. En tout cas, ça a été un désastre, ou du moins c'est un désastre social. Désastre social créé par l'État lui-même qui devrait lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire, pendant que l'État est censé lutter contre la pauvreté, le même État met des populations dans une situation de précarité. Et c'est plus de 100 000 familles qui ont été affectées par cette situation. Et on tenait à insister sur le fait que ce ne sont pas seulement des habitations, c'est ce qu'on veut faire croire. Vous avez vu, il y a des marchés, il y a des activités économiques. Et quand on sait en Afrique combien de personnes se trouvent derrière un travailleur, c'est grave, c'est très grave. Il y a des villages. On voulait faire croire que c'était seulement des quartiers précaires. Ce n'est pas vrai. Il y a eu 2 villages. Adjamé village, Banco village. Il y a eu une cité immobilière. GESCO même là, est loti. Il y a des gens qui ont leurs ACD là-bas. Donc franchement, il y a un problème à travers ces déguerpissements. Et le plus grave, c'est qu'on n'a rien fait pour les réparations. Ils ont voulu donner indemnité de relogement là. Ils n'ont pas donné à tout le monde. Ça s'est fait aussi sur la base de listes frauduleuses, de sorte qu'il y a des non-victimes qui ont eu, il y a des victimes qui n'ont pas eu. Et ça, c'est seulement pour les quartiers d'Atekoubé et de GESCO. Récemment, on nous dit qu'on va donner 3 000 lots. Sur quelle base? Parce qu'il y a plus de 20 000 propriétaires de maisons qui ont été affectés par cette situation. Sur quelle base on va choisir les 3 000? Pourquoi à Niama? Parce que vous savez, quand on dit on va les envoyer à Niama, là, ceux qui parmi eux sont retraités, là, eux, il n'y a pas de problème pour eux. Mais les personnes qui sont en activité, qui ont besoin d'être à Abidjan pour aller au travail beaucoup plus facilement. En tout cas, il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été pris en compte. Et comme on vous l'avait dit, les 3 000 lots là, c'est sur 36 hectares. 36 hectares, ça fait 360 000 mètres carrés. Quand on enlève les 35% qui sont dédiés au VRD, c'est-à-dire les voiries et réseaux divers et aux réserves administratives, il va rester environ 284 000 mètres carrés. Et ça, quand vous divisez par 3 000, ça donne 78 mètres carrés. Selon vous, est-il logique que quelqu'un qui a son ACD à GESCO, qui avait 600 mètres, 800 mètres, 1200 mètres carrés pour certains, on a lui donné 78 mètres carrés ailleurs? Il y a un problème. C'est-à-dire que l'ACD là même, ça ne sécurise plus la propriété en Côte d'Ivoire. C'est très grave ce qui se passe là. Donc vraiment, on espère que la cellule qui est chargée de suivre les déguerpissements là, va travailler en collaboration avec nous, en collaboration avec les déguerpis, pour trouver des solutions qui soient justes et réalistes. Parce que ce que notre constitution prescrit là, c'est qu'avant de prendre la propriété immobilière de quelqu'un là, il doit bénéficier d'une indemnisation juste et préalable. Le juste, c'est par rapport à la valeur du bien détruit. Le préalable là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit le payer
avant de prendre. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, il y a des réparations à faire. Il y a des réparations à faire. Parce que souvent, les gens qui sont dans le militantisme moutonnier ne veulent pas être réalistes pour voir qu'il y a des problèmes et qu'il y a des gens qui ont été lésés qui méritent réparation. Ils disent n'importe quoi sur les chaînes, tout va bien et tout et tout. Bon, ça les regarde s'ils ont envie de vivre dans leur bulle. Mais nous qui sommes dans la réalité là, on dit que l'État doit à ces personnes qu'il a jetées dans la misère. Il y en a même qui n'ont pas eu de chance, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas supporté la situation. Donc vraiment, la décision de suspendre les déguerpissements là, on espère qu'en 2025 là, ça va s'appliquer, mais que des mesures seront prises pour réparer. Ça là vraiment c'est important. Parlons maintenant de la CAN. La CAN a été belle, nous tous on était contents, n'est-ce pas? Mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des prestataires de la CAN qui n'ont pas encore été payés. Et puis on est le 31 décembre 2024. Ils n'ont pas encore été payés. Alors que tous les moyens ont été mis à la disposition du COCAN pour cela. Vous voyez, dans notre pays là, on ne peut rien faire de façon parfaite. Mais ça là, c'est une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance. Tout ce qu'on doit faire là, il faut qu'il y ait des gens dans le système qui viennent salir les choses. On vous a donné l'argent pour payer les prestataires. Vous avez mis ça où? Pour que jusqu'à présent, les prestataires ne soient pas payés. Que ce soit la presse, que ce soit les gens qui ont loué véhicules, les restaurateurs. Mais vraiment, c'est pas bon. C'est pas bien. La haute autorité de la bonne gouvernance, là, franchement, nous, on va vous écrire parce qu'il faut qu'on se parle. C'est quel pays où il n'y a pas un secteur où on va dire non, il n'y a pas de problème? La corruption, là, c'est dans tous les pays, mais chez nous, ici, là, je ne sais pas quel est notre classement mondial, hein, mais franchement, il y a problème. Il y a véritablement problème. Ensuite, on va parler du côté judiciaire. Un État normal, là, il est basé sur la justice. C'est pour ça que je vous dis toujours, on est dans un pays, on n'est pas dans un État. Parce qu'un État normal doit avoir des institutions fortes, particulièrement la justice, qui doit garantir notre sécurité à nous tous. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas l'argent, que tu as un problème à la police, à la gendarmerie, à la justice, tu es foutu. Tout le monde demande l'argent au lieu de faire leur travail. Quand vous n'avez pas de travail, vous faites pitié. Une fois que vous avez eu votre concours là, vous vous mettez maintenant dans la peau des bourreaux. On va te maltraiter, même policier chez qui tu dois aller te plaindre là. C'est lui qui va demander l'argent pour te rendre justice. Ah! Donc vraiment, le bilan au plan judiciaire là, il est alarmant. Vous avez vu parler entre CNDH et le ministère de la Justice, non? CNDH dit les détentions abusives là. Parce que les détentions sont encadrées. Il y a un délai. On dit détention préventive, c'est-à-dire qu'on te met en prison en attendant que l'enquête aboutisse, en attendant qu'on te juge, ça dépend, mais il y a des délais. Mais il y a des gens aujourd'hui, ça là, on a dit qu'on est fatigué. Les délais là, je vais vous rappeler ça, vous prenez le code de procédure pénale, article 166 et article 167. On dit en matière criminelle là, c'est 6 mois. Renouvelable 2 fois si le juge le justifie. Donc vous ne pouvez pas dépasser 18 mois. Ça c'est en matière correctionnelle plutôt. 18 mois on ne dépasse pas. Mais il y a des gens là. Par exemple, on t'a emprisonné pour coups et blessures. Coups et blessures là, le maximum en général c'est 5 ans. Mais on ne te juge pas jusqu'en 5 ans là même tu dépasses ça là-bas. Est-ce que c'est normal? Ça dit que les juges là, ils ne se mettent pas à la place des gens. Pourtant, vous avez des parents, vous avez des enfants. C'est quoi? En matière criminelle, c'est 8 mois. Renouvelable 2 fois aussi. Ça donne 2 ans maximum. Il y a des gens qui ont fait 10 ans. Je vous ai parlé de Bleu Axel Boris. Lui-même là, il est entré en prison à 21 ans. On dit qu'il a tué sa grand-mère. On ne le juge pas. Il est assis là-bas.
c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Juste quand ils ont perdu son dossier, il est encore là-bas. Ça veut dire que si mars 2025 arrive là, ça va lui faire 11 ans. Vous voyez des choses comme ça. Donc CNDH dit, les détentions abusives là, il y a plus de 12 000 cas. Le ministère de la Justice sans honte veut se plaindre, mais c'est pour venir dire qu'il y a 9 000 cas. Est-ce que c'est normal? Et puis il y a 9 000 cas là, vous faites quoi pour évacuer tout ça? Vous faites quoi? Dans l'administration ivoirienne, si on dit qu'il y a des gens qui sont bien payés là, c'est les juges. C'est pour éviter tout ça là, on fait ça. Maintenant, si vous pensez qu'ils sont en sous-effectif, mais il faut en recruter. Au lieu de prendre l'argent pour mettre ça dans ce qu'on sait. Donc vraiment, ce qu'on voudrait dire, c'est que on doit réconcilier les Ivoiriens avec la justice. On doit réconcilier les Ivoiriens avec la justice. Surtout qu'on s'en va en année électorale. Maintenant, la nouvelle forme de convocation, c'est les enlèvements. Mais modifier le code de procédure pénale, ça est là, et puis vous faites ce que vous voulez. Policier qui vient enlever quelqu'un chez lui. Ah, et il y a eu plus d'un cas cette année. Le dernier cas, c'est celui de Gala Kolebi. Quelqu'un dit il a diffusé fausse information. Ça y est, téléphone, il travaille, c'est pas un arme. On a besoin de venir l'enlever. Vous connaissez chez lui, vous ne pouvez pas lui servir une convocation. Donc vraiment, au plan judiciaire, là, c'est nul, c'est nul, c'est nul. À cause des détentions abusives, à cause du fait que quand le chef de l'État prononce les grâces présidentielles, on n'applique pas. Lui, il peut dire 2400 et puis on va libérer 200 et puis ça ne va pas quelque part. À cause des enlèvements, à cause de la corruption dans tout le système judiciaire. Maintenant, au plan politique, vous savez, si on ne sait pas ce qui est important là, on ne va jamais trouver les bonnes solutions. Quelqu'un qui a fait 3e mandat là, pourquoi il ne peut pas faire 4e mandat? Est-ce que c'est là le vrai problème? Est-ce que c'est là le vrai problème? Le vrai problème, c'est le système électoral. C'est ça le vrai problème. Parce que nous, en tant que citoyens, quand on s'en va voter, on doit être sûr que c'est ce que la majorité a décidé là. C'est ça qui va sortir là-bas. Donc, la crédibilité des organes qui organisent les élections. C'est ça qui est le vrai problème. On est à 10 mois des élections. Jusqu'aujourd'hui, tous les reproches qu'on fait à la CEI là, ce n'est pas encore réglé. La liste électorale même qui est la base de tout, elle n'est pas crédible. Parce que nous savons tous qu'il y a eu beaucoup de scandales en matière de fraude sur la nationalité. Donc, qu'est-ce qui prouve que tous ceux qui se sont inscrits sur la liste là même là, qu'est-ce qui prouve que c'est eux qui devaient être là-bas? Qu'est-ce qui prouve que on a une liste électorale fiable? Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est reproché à la liste. Mais une chose est sûre, elle n'est pas fiable. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà RLE 2024 qui vient de finir. Tout ce qu'on a remarqué. Et puis la CEI ne respecte pas la révision annuelle. Selon la RLE 2024, la liste définitive de 2024, là, ça va être publié en juin 2025. Donc, si ça doit être publié en juin 2025, quel temps il reste de juin 2025 à octobre 2025 pour faire la RLE 2025? Vous voyez? Donc là, concentrons-nous sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est une liste électorale fiable. Ce qui est important, c'est un système électoral crédible. Et on l'a déjà dit, on va le répéter, parce que la répétition est pédagogique. Si la CEI travaillait normalement, le premier trimestre 2024, elle aurait travaillé sur le calendrier général même des élections. C'est-à-dire, depuis la mise à jour de la cartographie électorale jusqu'au jour des élections, là, le calendrier aurait été proposé et à l'opposition et à la société civile pour que, après les observations qu'on va faire
on finalise ce calendrier-là et chacun s'engage. C'est-à-dire à partir de la mise à jour, là, on sait déjà quand on va faire la révision, on sait déjà quand on va faire le contentieux, quand les candidatures vont être trucs, quand on va se prononcer sur les candidatures, quand la campagne va s'ouvrir. Tout est su à l'avance. Ça permet à tout le monde de se préparer en conséquence et d'avoir une saine émulation pendant ces élections à enjeu très important. Vous voyez, non? La deuxième chose qui devait nous soucier, c'est l'inclusivité. Parce que c'est à cause d'exclusion on a connu la guerre dans ce pays-là. L'inclusivité sur deux plans. L'inclusivité des candidats. On veut faire comme si on était dans un contexte normal alors que c'est faux. Pourquoi on aime se blaguer même? On n'est pas dans un contexte normal. Réconciliation là même, là, c'est pas achevé. Et puis on a supprimé le ministère de la Réconciliation. Quand on n'est pas dans un contexte normal là, on prend des décisions exceptionnelles aussi. On ne doit pas faire comme si on était dans le normal. Il y a un grand leader de l'opposition qui est encore en exil. Notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Et nous tous, on sait que si on veut vraiment une réconciliation là, tous les leaders devaient être là, s'asseoir autour d'une table pour se parler. Donc là, dans quelles conditions on va à ces élections? Dans quelles conditions? Je parlais de l'inclusivité. Donc pour l'inclusivité des candidats là, si on veut la paix dans ce pays là, on doit ouvrir à tout le monde. On ne doit pas trouver des prétextes pour exclure certains. Je prends le cas du ministre Charles Blé Goudé. Ils l'ont envoyé à La Haye pour crime contre l'humanité. Il a été acquitté. C'est par rapport à quoi on vient le juger en Côte d'Ivoire pour torture et viol. Torture et viol, là, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est parce que l'État de Côte d'Ivoire dit qu'ils ne peuvent pas les juger ici, ils les ont envoyés à La Haye. Mais ça reste à La Haye maintenant. Donc maintenant, quand La Haye les a acquittés, là, lui, il n'est pas sur la liste électorale, là, c'est par rapport à quoi? Pourquoi on le juge encore pour les mêmes faits en Côte d'Ivoire? Vous n'avez même pas honte de créer des problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. C'est pareil pour le président Laurent Gbagbo. C'est pareil pour lui. Lui-même, en plus d'être acquitté à La Haye, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une ordonnance pour demander qu'on le réinscrive sur la liste électorale. Tout ça, là, on n'applique pas. Parce que dans notre pays, ici, là, les gens respectent les lois qui les arrangent. Ceux qui ne les arrangent pas, là, ils ne respectent pas. Ça, là aussi, là, c'est l'incivisme. On se plaint que oui, les populations sont dans l'incivisme. Mais quel exemple même ceux qui nous dirigent donnent? Ça aussi, c'est l'incivisme. Donc, l'inclusivité, inclusivité des candidats, là. Laissez tout le monde se présenter. Nous, on choisit qui on veut. Nous, le peuple, là, on va choisir qui on veut. Inclusivité maintenant des électeurs. Là aussi, c'est un problème. Parce que quand on ne donne pas vite les conditions pour la RLE, les gens aussi ne peuvent pas se préparer vite. Ce que nous tous on sait, c'est que la CNI, là, c'est essentiel. Mais ce que nous tous on sait aussi, c'est qu'avoir la CNI, c'est la croix et la bannière pour certains. Je connais des gens qui ont eu ça en 10 jours, en 2 semaines, dans ma famille. Mais je connais aussi d'autres qui attendent depuis 4 ans, rien. Donc en dehors de la CNI, qu'est-ce qu'on demande de plus? Tout ça, ça devait être su à l'avance. Il y a des gens qui avaient leur dossier dans le circuit et puis la RLE est finie. Sans qu'on soit sûr qu'en 2025, il y en aura une autre. Mais si on veut avoir un peu honte là, on va organiser pour 2025 et au premier trimestre. De sorte que la liste définitive de juin, là, ça puisse se faire en associant la RLE 2024 à celle de 2025. Ne créons pas des problèmes où il n'y en a pas. Toujours dans l'exclusion des électeurs, je vous ai déjà fait remarquer que la date, l'âge limite qu'ils ont pris pour faire la RLE 2024, c'était le 1er mars 2007. Donc ceux qui sont nés entre le 1er mars 2007 et puis octobre 2007, là, ils auront 18 ans le 25 octobre. Là, eux, ils ne votent pas aussi. À quel moment eux, ils vont s'inscrire s'il n'y a pas de RLE 2025? C'est pour tout ça là. On dit qu'on aurait dû réfléchir ensemble. C'est un problème qui nous concerne nous tous. Pourquoi la CEI et le gouvernement vont se mettre ensemble pour faire les choses sans consulter les autres? Si on s'était parlé là, on aurait évité toutes ces choses là.
Parce que nous, on vous aurait fait remarquer que ah, ici, là, c'est comme ci, ici, là, c'est comme ça. On allait s'entendre sur quelque chose et ce qu'on allait publier là. Et puis les histoires de le gouvernement décide là, ça doit s'arrêter parce que si la CEI est vraiment indépendante, ce n'est pas au gouvernement de décider de la période de la RLE. Donc vraiment, vraiment, il y a beaucoup de choses. Ce sur quoi on voulait insister, il faut que la CEI se ressaisisse. Il n'est pas encore tard. Le premier trimestre 2024, là, on peut nous 2025 plutôt, on peut nous présenter un calendrier qui va jusqu'en octobre. On le valide ensemble, on y travaille ensemble. C'est pour la paix dans notre pays, ce n'est pas pour autre chose. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont importants, qui mériteraient un consensus, qui n'ont pas encore été abordés, tout simplement parce que depuis mars 2022, il n'y a pas de dialogue politique. Vous savez qu'on a un gouvernement monocolore. Ça y est, tout le monde est RHDP dans le gouvernement. C'est pour ça souvent les gens confondent parti au pouvoir et l'État et le gouvernement. Donc, normalement, pour une année aussi importante que 2025, il y a un minimum qui devait être fait. C'est créer rapidement les conditions d'un dialogue pour que toutes les sources de conflit là soient désamorcées, pour qu'on aille à ces élections-là dans la paix. Pour une fois qu'on ait des élections dans la paix et qu'il y ait passation de charge entre l'ancien et le nouveau président au cas où le président actuel n'est pas réélu. C'est ce à quoi nous, les vrais Ivoiriens, là, on rêve. C'est ce à quoi on rêve. Et ce n'est pas impossible. C'est une question de volonté politique. Il suffirait tout simplement qu'en ce premier trimestre 2025 là, le dialogue se tienne, même en janvier là, pour que les décisions puissent être appliquées par après. Parce que ce qu'on relève, c'est que normalement, à 6 mois des élections, on ne peut pas modifier la loi électorale. Or, si dans les consensus, il y a des aspects qui méritent un changement constitutionnel ou un changement de la loi électorale, il faut que le temps qui reste permette cela. Et si on ne le fait pas maintenant, ça voudra dire qu'on est contre le dialogue. Parce qu'il faut donner, il faut créer toutes les conditions pour que toutes les décisions puissent être applicables. Mais si on fait le dialogue après le mois de mars, c'est foutu pour certaines propositions. Donc vraiment, on ne va pas être plus long, mais on vous a expliqué globalement ce que nous, on pense qui est essentiel et ce qui devrait être fait pour sauver l'année 2025 en matière de paix. Voilà, c'est notre contribution. Après, c'est vous qui voyez ce que vous pouvez retenir ou pas dedans. On va passer à nos annonces avant de terminer. Je vous avais promis que en 2025, on allait être plus dynamique. On fait les mardis, on fait les focus, mais on a décidé que à partir de 2025, tous les jeudis, de 18h à 19h30, on va faire un panel sur TikTok pour parler des vérités sur la République. Quand on dit les vérités sur la République, là, c'est dire ce qui se passe. C'est ce qu'on fait déjà, hein. Mais il y a des points, un point par séance qu'on va prendre, on va le décortiquer, les gens vont poser leurs questions. Si on peut inviter quelqu'un, une personne ressource pour en discuter, on va aussi le faire. Mais on va parler de nos problèmes, de nos vrais problèmes ensemble. Donc ça va s'appeler les vérités sur la République. Ça sera tous les jeudis de 18h à 19h30. Donc inscrivez cela dans votre calendrier pour qu'on puisse ensemble parler de notre pays et trouver des solutions ensemble. Adhésion, c'est toujours le même numéro. Merci à tous ceux qui nous font confiance et qui continuent d'adhérer à ACI. C'est le 07 57 82 96 08. 07 57 82 96 08. Nos cotisations pour le siège seront bouclées à partir de janvier. On va faire le point. C'est le 07 87 211 777. Je répète, 07 87 211 777.
Les membres de ACI connaissent leur taux. Ceux qui ne sont pas membres de ACI qui souhaiteraient nous aider, vous serez les bienvenus. Hatim, vous venez d'écouter cette vidéo que nous a fait Pulchering Ballet. Et comme d'habitude, c'est encore une pépite où on aura s'intéresser ici du cas de la corruption au sein même de la justice. Et ça touche tellement tout le monde que c'est le point qu'il faut vraiment en parler beaucoup plus. Parce que normalement aujourd'hui, et pas seulement en Côte d'Ivoire, malheureusement en Afrique, la police, la justice devrait vraiment être cet endroit où quand tu es mal et quand tu as peur, tu vas te réfugier avec espoir d'avoir là-bas, c'est-à-dire des personnes qui vont t'écouter et qui vont essayer de résoudre tes problèmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Que ce soit la justice, que ce soit l'hôpital, quand vous arrivez, vous avez plus peur. Parce que les premières questions seront, vous allez payer combien? Ça coûte ci, ça coûte ça. On ne vous écoute pas. Psychologiquement, on vous abat. Et c'est ça qui devient le problème, où vous allez comprendre qu'en Afrique, il y a de plus en plus de perturbés. Ça veut dire que vous allez voir des populations qui sont là, elles marchent, mais au fond, elles sont souvent perturbées à cause du traumatisme de la vie. Quand vous arrivez en justice, vous devez être occupé, on doit prendre soin de vous et vous trouver des solutions aux problèmes qui vous font arriver là-bas. Malheureusement, si vous arrivez, le policier que vous allez trouver va vous demander de payer. Et donc, on parle là de quoi? On parle de la corruption. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que la corruption gangrène notre continent. Dès l'instant où on va diminuer, parce que c'est que finir la corruption est quasiment impossible dans le monde, mais on peut essayer de diminuer la corruption du plus bas point pour qu'on essaye de vivre un peu dignement. Il faut que des personnes puissent se contenter de leur salaire. Mais ça devient quasiment impossible. Quand bien même on paye bien les juges, comme a dit ici Pulchering Ballet, qu'on paye bien tout ce qui doit être payé, ils vont toujours avoir envie de vendre leurs services, pourtant ils sont payés pour ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a des cas d'injustice. Des gens qui ont subi des dommages, mais qui n'ont jamais été réparés par la justice. Nous avons des innocents qui sont en prison. Et des condamnables qui sont en liberté parce qu'ils ont payé leur liberté. Il y a des détournements de fonds publics. On n'arrête pas des personnes parce que le juge est corrompu. Il y a des dossiers qui sont fermés à tout jamais. Et qui vont en prison, alors vous allez me demander, ceux qui vont en prison, c'est ceux qui n'ont pas de relation. C'est tout. C'est ceux qui n'ont pas de fric, d'argent, je veux dire. C'est tout. Pour le reste, ils iront en prison. Qui d'autre encore? Les opposants. Ceux qui sont opposés au parti au pouvoir. Tant que vous êtes opposé et que vous luttez contre eux, alors vous méritez d'aller en prison. Et c'est ceci qui se passe tout le temps. Il faut que ça cesse. On ne gouverne pas un pays comme ça. Un pays, on le gouverne minutieusement. Un pays, on regarde minutieusement comment le gouverner. On ne fait pas n'importe quoi. Mais ici, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez fait n'importe quoi dans votre gouvernance. Et c'est ce qui devient très très mal. C'est ce qui devient très très mal. Ça fait qu'on perd la confiance en la justice. Et la justice commence à faire peur. Voilà pourquoi vous allez voir les populations africaines, quand elles voient des policiers, elles ont plutôt peur. Pour eux, les policiers sont comme des ennemis. Et pourtant, quand vous voyez votre police, vous devez être plutôt en joie. Vous devez les célébrer, les fêter, les donner de l'eau, les donner même des cadeaux vous-même. Parce que c'est eux qui vous protègent. Mais tellement ils sont menaçants, corruptibles, qu'ils finissent par faire peur. Exactement comme dans des hôpitaux. Quand vous y allez, au lieu de vous faire soigner, d'abord là encore, alors que vous êtes encore, même sur même le sol, peut-être vous pleurez encore dans le taxi que vous a ramené, qu'on vous demande déjà de l'argent pour vous faire même une petite injection. Alors qu'on devrait d'abord commencer par prendre soin de vous et parler d'argent après. Nos états doivent changer et pour ça il faut dénoncer. Mais en dehors de ces cas-là, la vidéo de Pulchering Ballet a eu beaucoup de cas. Alors dis-moi ce que vous pensez par rapport à ça, on se voit pour une autre vidéo.